Ils se moquèrent de lui. Pas parce qu'il était faible, bien qu'à leurs yeux, il l'était. Non pas parce qu'il était lent, ou doux, ou ignorant des 1000 traditions sacrées tissées dans les os de leur empire. Non, ils ont ri parce qu'il osait leur parler comme s'il était leur égal. Parce qu'il faisait des blagues en pleine cérémonie sacrée. Parce qu'il s'est heurté à d'anciennes coutumes avec l'audace de quelqu'un qui ne se soucie pas de savoir s'il transgresse le droit de propriété, du moment qu'il peut voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ils ont ri parce qu'il était humain. Et dans l'empire de Velkaria, les humains étaient au mieux tolérés. Des animaux décoratifs aux yeux de la noblesse. Intrigants, peut-être. Amusants, parfois. Mais jamais pris au sérieux. Jamais puissants. Jamais désirés. Jusqu'à ce que le roi prenne le décret. Jusqu'à ce que 3 sœurs de la lignée royale, les plus redoutées, les plus enviées, les plus intouchables, lui soient liées devant tout l'empire, leur destin scellé par une loi plus ancienne que leur palais au trône étoilé. Jusqu'à ce que le rire se transforme en autre chose. Chapitre 1. L'homme qui parlait pendant le silence Jonas Reed n'était pas censé être au tribunal. Ce n'était ni un diplomate, ni un soldat, ni un érudit maîtrisant les subtilités du protocole velkarien. Il n'était même pas un particulièrement bon ingénieur, même s'il avait un jury à truquer un relais de communication en panne avec rien d'autre qu'un gant à pression et une bouteille de whisky. La plupart du temps, il était juste un bavard. Un réparateur. Un homme qui a apaisé les tensions quand les tensions allaient forcément exploser. C'est exactement pourquoi la délégation terrienne l'avait envoyé dans l'empire de Velkaria, pour observer une initiative diplomatique de premier contact qui s'effondrait plus rapidement que quiconque ne l'admettrait. Jonas avait la mauvaise habitude de s'impliquer alors qu'il n'était pas censé le faire. Une pire habitude d'ouvrir la bouche alors que tout instinct politique lui disait de garder le silence. Et maintenant, debout dans une vaste salle du trône qui scintillait comme l'intérieur d'une géode, entouré d'êtres élevés pour la domination, élevés pour conquérir, élevés pour considérer les humains comme de simples jouets intelligents. Vraiment il aurait dû garder la bouche fermée. Mais quand l'une des princesses extraterrestres sourit et dit « Laissez l'humain parler », ne serait-ce que pour la nouveauté, sa voix empreinte d'un venin assez doux pour empoisonner, Jonas sourit. Et a parlé. Il était une fois un prince, dit-il devant une salle remplie d'extraterrestres confus, offensés et vaguement horrifiés, qui avaient tout. Le pouvoir, la peur, la beauté. Mais il ne pouvait faire rire personne. Pas même son propre cœur. Alors il a parcouru les étoiles à la recherche de quelque chose. Quelqu'un qui pourrait lui apprendre ce que son monde n'a jamais eu. Il y eut un silence, suffisamment long et aigu pour trancher les os. Alors la princesse rit. Pas gentiment. Tu penses qu'une histoire t'épargnera, terrien? A-t-elle demandé, et ses sœurs l'observaient les bras croisés, les yeux comme des soleils froids. Non, dit Jonas, toujours souriant. Mais peut-être que ça te rendra curieux. Et cela, apparemment, était suffisant pour déclencher une demi-douzaine de niveaux de lois anciennes dont il ignorait l'existence. Car au moment où le roi entra, au moment où l'édit fut lu à haute voix d'une voix plus ancienne que la politique, il était déjà trop tard. Selon la loi royale, aucune fille de la lignée ne peut lancer un défi et refuser le résultat. Et si un défi est lancé au moyen d'une parabole, d'une métaphore ou du récit d'une histoire dans un lieu sacré, et que l'histoire est acceptée, même en plaisantant, alors son résultat doit être honoré. Et le résultat? Un humain. Jonas Reed. Lié, par la loi des rois, aux 3 sœurs du trône velkarian. Chapitre 2. Les sœurs et le scandale, elle ne peut pas être sérieuse. La haute princesse Varika se tenait comme une lame prenant forme, son armure d'obsidienne reflétant la lumière des murs de cristal du palais. Sa voix pouvait commander des flottes. Mais à cet instant précis, elle semblait dangereusement proche de l'hystérie. Père a invoqué un relique antique de tradition. Une loi sur les relations amoureuses si ancienne qu'elle pourrait tout aussi bien dater d'avant les guerres d'unification. Personne ne l'a appliquée depuis 1000 ans. De l'autre côté de la pièce, sa sœur cadette Zarine était allongée sur un socle rembourré, jouant paresseusement avec sa tresse, des anneaux d'or tintant contre ses griffes acérées. « Ce n'est pas la loi qui pose problème, » murmure-t-elle. « C'est l'humain. » Varika tourna son regard vers sa sœur. « Toi ris contre lui. » J'étais poli. Vous vous êtes moqué de lui. Devant le tribunal. Yesaurit. Cela ne compte pas comme un consentement. Zarine pencha la tête. Dans la tradition velkarienne, c'est le cas. Elle a raison, dit la plus jeune, Lyra, qui se tenait au bord de la pièce, sa peau pâle reflétant la lumière comme celle des étoiles sur la neige. Il a raconté une histoire. Vous l'avez acceptée. Cela évoque une intention. Il y avait non-intention. Lyra haussa délicatement les épaules. La loi est plus ancienne que l'intention. Et plus vieux que la raison, pensa Varika d'un air sombre.
Le pire, l'humain ne l'a pas fait regarder comme quelque chose de spécial. Trop maigre. Pas assez de muscles. Pas de cornes. Aucune aura rayonnante de discipline psionique. Pas de serre venimeuse. Juste un homme. Un humain. Souriant comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Elle détestait ce sourire. Je détestais la façon dont cela la faisait se demander ce qu'il savait d'autre. Chapitre 3. Arrêté royal. Jonas resta immobile pendant que l'arbitre royal lisait le parchemin. La salle était remplie d'un silence étrange et épais, pas exactement hostile, mais lourd. Regarder. En attendant. Vous avez été revendiqué par tradition, a entonné l'arbitre, et ils, par extension, ont été liés pour vous. Attends, quoi? Jonas cligna des yeux. Vous êtes maintenant rejoint, par décret du trône royal, dans une triade sacrée, conformément aux anciens liens de défi et de consentement. Je pensais avoir raconté une blague. Votre humour a été reçu, a déclaré solennellement l'arbitre. Ainsi, le pacte est scellé. Accrochez-vous. Ils moquaient moi. Je ne me suis pas moqué d'eux. Le renversement de la moquerie, dans l'espace sacré, indique une invitation. Et l'invitation, une fois reconnue, devient un accord. Jonas le regarda. Oh mon Dieu! Je me suis marié par accident. Les trois sœurs n'avaient pas l'air amusées. Chapitre 4. Intégration. Les nouveaux quartiers de Jonas étaient luxueux, terrifiants et profondément inconfortables. Non pas à cause de l'architecture, même s'il y avait certainement trop de virages serrés, mais à cause de l'entreprise. 3 femmes d'extraterrestres, chacune plus puissante que la plupart des gouvernements entiers, sont désormais légalement liées à lui. Dormir dans le même palais. Partager son espace. Le regarder. L'étudier. Varika était le pire. Elle le regarda comme si elle attendait qu'il explose. Comme s'il était une sorte de dispositif à tic-tac conçu pour l'humilier. Zarine se contentait surtout de rire et de dire des choses profondément troublantes comme « Combien de temps les humains durent-ils pendant l'effort ?» et « Mourirais-tu si je t'embrassais ?» Et Lyra. Lyra ne parlait pas beaucoup. Mais quand elle le fit, les mots semblèrent résonner dans sa poitrine comme des vibrations à travers la pierre. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle doucement une fois. « Mais je pense que c'est pour ça que tu sons. » Il ne comprenait pas ça. Pas encore. Mais il avait le sentiment que ce serait le cas. Bientôt. Dès l'instant où le décret résonna dans la cour cristalline, tout s'arrêta. Vous auriez pu entendre un microbe tousser. Les 3 sœurs, autrefois suffisantes et distantes, maintenant magnifiquement stupéfaites, restèrent rigides alors que les murmures de la cour royale s'enflaient dans un crescendo chaotique. Les nobles extraterrestres chuchotaient derrière d'élégantes plumes d'armure à plumes, les conseillers fouillaient avec des holos comprimés et les officiers militaires échangeaient des regards aiguisés et interrogateurs. Mais tous les regards se tournaient vers lui. Darenais, le seul humain de la planète Velaryon, 5, désormais légalement marié, sur ordre royal, à 3 des femmes les plus puissantes de l'Empire. Il cligna des yeux une fois, puis 2 fois. Attends, quoi? Il était sûr d'avoir mal entendu. Son implant traducteur avait déjà eu un problème. Peut-être que c'était un idiome? Une métaphore? Une tradition poétique extraterrestre qu'il avait mal comprise? Mais le roi, une silhouette imposante faite de cristal violet et de muscles d'obsidienne, assis au sommet d'un trône fait de pierres vivantes, se levait déjà. Que ce soit fait, dit-il avec la gravité d'une étoile à neutrons. L'insulte a reçu une réponse. Le procès est passé. Et ainsi, par la loi et par le sang, vous appartiendrez désormais tous les 3 à l'humain que vous avez méprisé. La princesse Virex, la sœur aînée, connue pour son commandement impitoyable des flottes de combat, fit un grand pas en avant. « Père » dit-elle d'une voix empreinte de fer. Ce n'est sûrement pas au nécessaire. Le regard du roi ne vacilla pas. Il a réussi le gant de liaison. Aucun non-vélaire n'y a jamais survécu. Et aucune de mes filles n'a jamais perdu face à un challenger dans son histoire. Darren Grimaka. Techniquement, je n'ai pas gagné. Elle a trébuché. Vous l'avez désarmée et avez refusé le coup final. Vous avez choisi la miséricorde, l'honneur et l'équilibre. Tout ce que nos ancêtres tenaient pour sacré, répondit le roi. En plus, elle déclenchait parce que tu esquivais. Les nobles acquiescèrent. Certains avec amusement, d'autres avec une véritable admiration. La sœur cadette, Zélari, siffla dans sa barbe. Il est fragile. Un monde doux, c'est de la folie. Et pourtant, dit le roi, la loi est claire. Votre moquerie a invoqué le rite. Votre père t'a scellé le lien. Vous avez tracé ce chemin, mes filles. Maintenant, parcourez-le.
Le plus jeune, Lizari, laissa échapper un léger rire. Ses yeux bleu-or perçants étincelaient de quelque chose que Darren ne pouvait pas lire. Un méfait, peut-être. Peut-être la faim. Eh bien, murmura-t-elle en l'entourant comme un prédateur, il est plus joli de près. Oi, komenka Darren. Tu rougis facilement, ajouta-t-elle, traçant l'air près de son visage avec un doigt au bout d'une griffe. Il fit instinctivement un demi-pas en arrière, pour se heurter directement au corps solide de Virex derrière lui. L'aîné grogna, les bras croisés, l'expression orageuse. L'era royal se avança. La cérémonie aura lieu au lever de la lune. Des préparatifs doivent être faits. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la course est mise en mouvement. Darren a été emporté par un tourbillon de préposés, de tissus, de capteurs, de traducteurs et de jargon cérémonial. Quelqu'un a essayé de lui faire porter quelque chose appelé « costume rituel en spirale », qui ressemblait plus à un rideau sensible qu'à un vêtement. Il s'esquiva et se fraya un chemin devant plusieurs tailleurs trop enthousiastes, s'échappant dans un couloir latéral qui bourdonnait doucement d'une lumière vert pâle. Et ils étaient là. Les sœurs. Je l'attends. Virex s'appuya contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine blindée. Zelari inspectait ses serres avec un dédain évident, et Lizari mâchait quelque chose qui ressemblait étrangement à de la gomme bioluminescente. Darren se figea. D'accord, dit-il en levant les mains. Parlons de ça. Vous nous avez trompés, a lancé Zelari. Comment. A demandé Darren. Je ne savais même pas que j'étais dans un procès de mariage jusqu'à ce que quelqu'un crie que le lien commence, et que le sol essaie de me manger. Vous vous êtes moqué de notre force, grogna Virex. J'ai demandé si ton armure était censée grincer autant. Exactement. Lizari rit. Pour être honnête, il ne l'a pas fait avoir l'intention pour nous insulter. Il est naturellement offensant. Darren prit une profonde inspiration. Écoutez, je ne voulais pas entrer dans votre système d'honneur, ni dans vos lois royales, ni dans vos coutumes matrimoniales. Je voulais juste négocier des accords commerciaux pour l'ambassade de la Terre. Vous auriez pu dire non, dit froidement Virex. Je a fait, a répondu Darren. Au moins 3 fois. Lizari haussa les épaules. Une fois le gauntlet invoqué, le consentement est implicite par la survie. Darren cligna des yeux. Tu réalises à quel point ça a l'air foireux. Zelari avanca, les yeux brillants. Écoute, Hamain. Nous ne voulons pas de ça. Vous ne voulez pas de ça. Alors voici l'accord. Vous vous présentez à la cérémonie. Vous prononcez les mots. Nous simulons le reste. En public, nous sommes liés. En privé, nous nous séparons. Vous obtenez votre alliance politique. Nous gardons notre dignité. Darren hésita. Ça n'avait pas l'air terrible. Mais quelque chose en lui se tordit. Est-ce que cela aiderait réellement l'un de nous? Il a demandé. Un faux lien, un faux mariage? Le but de la loi n'est-il pas de forcer la réconciliation? De construire une compréhension à partir d'un conflit? On dirait le roi. Mamona Virex. Luzari pencha la tête. Il a raison. Zelari roula des yeux. Oh, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu es en train de divertir ça. Je ne dis pas que je suis ravi d'être lié à un terran à la peau rose et aux os mous, a déclaré Lizari avec un sourire narquois. Mais il a survécu au procès. Et il est étrangement résilient. Darren soupira. Écoutez, si nous sommes coincés avec ça, pouvons-nous au moins essayer de ne pas nous détester? Peut-être même être civils. Le silence fut long. Tendu. Puis Virex expira lentement. Très bien. Mais vous obéissez à nos coutumes. Vous suivez notre exemple. Et vous n'essayez pas d'embrasser qui que ce soit. Je n'avais pas prévu de le faire, marmonna Darren. Bien, dit-elle sèchement. Parce que je te briserai la mâchoire. Zelari plissa les yeux. Il aimerait ça. Je ne le ferai pas. Le sorry souriate. La tension n'avait pas disparu. Même pas proche. Mais cela avait changé. La cérémonie s'est déroulée sous les lunes jumelles de Velaryon 5, dans la Crystal Spire, au cœur de la capitale. Des milliers de personnes regardaient depuis les terrasses supérieures, tandis qu'un chœur de pierre vivante chantait sur des fréquences que seuls les autochtones pouvaient pleinement percevoir. Darren se tenait entre les 3 sœurs sur l'estrade rituelle, une lumière rougeoyante parcourant sa colonne vertébrale depuis les sceaux de bombes gravés sur la plateforme. Chaque sœur plaça une main griffue sur son cœur, leur propre biosignature se synchronisant momentanément avec son système nerveux. Ils pouvaient sentir leurs battements de cœur, leur énergie, leurs émotions.
Virex, fierté et contrôle, est quelque chose enfoui profondément qui fait mal comme une vieille cicatrice. Zélari, calcul, suspicion et fascination qu'elle s'efforçait de nier. Lizari, amusement, chaos et un soupçon de nostalgie dangereuse. Lorsque le roi prononça les derniers mots et que la lumière autour d'eux brilla comme une nova, Darren sentit quelque chose changer, pas seulement dans son corps, mais dans le monde. Il n'était plus seulement un diplomate. Il était désormais leur mari. Et, si l'on en croit la loi de Velaryon, la première épouse humaine de l'histoire de l'Empire. Plus tard dans la nuit, dans l'aile royale du palais, Darren se retrouva à arpenter la chambre centrale. Un énorme espace de vignes de verre et d'argent, rempli de coussins, d'éclairage bioréactif et d'une trop grande anticipation. Les sœurs s'étaient retirées dans leurs sanctuaires respectifs pour se préparer. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Et franchement, il avait peur de demander. Juste au moment où il envisageait de s'échapper par la bouche d'aération la plus proche, la porte s'ouvrit. Et les sœurs entrèrent, un par un, dans des vêtements de nuit de cérémonie qui, selon les normes humaines, ressemblaient moins à des vêtements qu'à une tentation prenant forme. Virex était tout en lignes épurées et en soie d'armure filée d'argent, sa posture rayonnant de commandement même pieds nus. L'ensemble de Zélari était pointu et irrégulier, tissé à partir de quelque chose qui réfractait la lumière d'une manière qui la rendait à la fois dangereuse et absurdement séduisante. Lizari avait, comme on pouvait s'y attendre, choisi le chaos. Une robe à une épaule qui coulait comme une ombre liquide, son sourire plus aigu que jamais. « Vous ne courez pas », observa Virex. « Pourtant, » ajouta Zélari. Darren déglottait. « Je, pensais que cela pourrait insulter quelqu'un. » Lizari rit. « Mari intelligent. » Il grimaqua. « Je suis encore en train de m'habituer à ce mot. »« Nous aussi, » dit Virex en se rapprochant. « Et soyons clairs, humains. Ce lien est public. Politique. Ceremonial. Ne le confondez pas avec de l'affection. » Darren hocha la tête. « Compris. » Zélari s'approcha d'elle, les yeux brillants. « Cependant. » « Cependant » répéta-t-il. « Il y a de la curiosité, » murmura Lizari derrière lui. 3 voix, 3 regards, 3 énergies. Tout l'entoure maintenant. La tension dans la salle n'était plus seulement politique. Et Darren réalisa, à ce moment haletant, que survivre à ce mariage pourrait être encore plus difficile que le Gauntlet. Surtout s'il ne voulait pas du tout y survivre. Partie 3. Le lié et le brûlant la salle cérémonielle s'était vidée depuis longtemps, mais l'air tenait toujours son poids. La salle du trône, désormais sienne selon la loi, était taillée dans la pierre vivante de la citadelle de Varnati, ses murs veinés de fils argentés faiblement brillants qui pulsaient au rythme du champ magnétique de la planète. Un symbole de pouvoir, de patrimoine, de tradition immuable. Ken regardait la ville à travers une fenêtre en obsidienne translucide en forme de croissant. En contrebas, la capitale de Xerac pulsait d'énergie ambiante, un réseau de sentiers biocircuités et de tours lumineuses qui semblaient palpiter au rythme de son rythme cardiaque. Son monde avait changé en 4 mots. Tu l'épouseras. Et le leur s'était brisé. Derrière lui, le silence était pesant. 3 sœurs, autrefois fières et intouchables, désormais légalement, cosmiquement ses épouses. Il pouvait encore ressentir le froid de ces derniers instants dans l'arène du témoignage. Je vois encore la lueur d'incrédulité sur leurs visages. Écoutez encore les murmures stupéfaits des spectateurs alors que le vieux roi, avec sa voix résonnant comme le tonnerre contre une vitre, invoquait la revendication royale. Une loi plus vieille que les étoiles au-dessus. Il a battu les 3 dans l'épreuve de souveraineté, avait déclaré le monarque, chaque mot étant un stigmate sur l'avenir. Par rite de combat, par volonté ininterrompue et par le vieil accord de notre maison, il lui doit le lien. La foule n'avait pas applaudi. Ils n'avaient pas respiré. Ils avaient simplement vu les 3 sœurs, icônes d'un pouvoir intouchable, passer du statut de challenger à celui d'épouse. Et maintenant, par la suite, la chambre ne comptait plus que 3 femmes extraterrestres. Chacune est une arme forgée par la tradition Varnati. Chacun est né dans une caste de commandement. Chacun restant immobile comme la mort derrière lui. Ken ne s'est pas retourné. Il n'était pas sûr qu'il le tuerait s'il le faisait. Mais il pouvait sentir leurs énergies derrière lui. Une tension crépitante, des tempêtes émotionnelles à peine contenues par l'armure. L'air lui-même avait un goût de guerre et de retenue. Et quelque part au-dessous de tout cela, l'odeur de l'ozone et la légère note florale de leur monde natal s'accrochaient à eux comme un défi. Lorsqu'il parla enfin, ce fut sans se retourner. « Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, » dit-il d'une voix neutre. « Je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi ça ressemble. » Silence. Puis, finalement, une voix
tranchante comme une lame. Oh! Et toi, humain? C'était Alira. L'aîné. Le commandant. Son ton était de la glace sur le feu. Comprenez-vous ce qu'on nous a pris? Continuate elle ns avancant. Il pouvait entendre ses bottes blindées claquer sur la pierre. Comprends-tu ce que tu as volé avec ton intelligence? Il se tourna alors. Lentement. Mesuré. Alira se tenait à quelques pas maintenant, grande et rayonnante de fureur. Son armure bleue argentée s'accrochait à elle comme une seconde peau, les crêtes brillant faiblement de sa charge bioélectrique. Ses yeux violets étaient plissés, sa mâchoire serrée, ses poings serrés. « Je n'ai pas demandé ça », dit calmement Ken, soutenant son regard. « Je ne voulais pas que cette loi soit invoquée. J'aurais évité ce duel. »« Mais tu ne l'as pas fait », dit la deuxième voix, basse et venimeuse. Zelix. La sœur du milieu. Le tacticien. L'esprit vif et la langue plus aiguisée. Elle sortit de l'ombre sur la gauche, son expression indéchiffrable, les longues tresses de ses cheveux noirs s'enroulant comme des serpents autour de ses épaules. Vous étiez dans cette arène en sachant ce que signifiait le procès. Vous avez défié la tradition elle-même. Et maintenant nous sommes liés à toi. Ken ouvrit la bouche pour répondre, mais la troisième voix, plus douce, mais non moins tranchante, se glissa comme de la soie sur du verre. « Étions-nous des trophées pour vous » demanda Nira. La plus jeune sœur. L'empate. La voix entre les extrêmes. Elle s'avança en dernier, sa présence moins menaçante, mais d'une manière ou d'une autre plus douloureuse. Ses yeux brillaient d'une douleur contrôlée, pas de rage, et cela la blessait plus profondément que les autres. « J'ai vu ton visage quand le roi a parlé, » dit-elle doucement. « Tu avais l'air surpris, presque horrifié. Mais maintenant, tu es toujours là. » Ken inspira. « Je suis toujours là, » dit-il. « Parce que s'en aller aurait aggravé les choses. Pour vous, pour moi, pour votre peuple. » Alira es emoqua. Ne te flatte pas, terrien. Non. Mais je comprends la politique. Je sais quand un spectacle devient sacré. Si j'avais refusé la reliure, les gens l'auraient vu comme un rejet. Du procès. De votre lignée. Et ils vous auraient puni pour cela. Célix pencha légèrement la tête, l'étudiant. « Et qu'en est-il de ta punition, humain ?» Elle a demandé. « Pensez-vous que nous sommes dociles? Que nous tomberons dans vos bras comme des épouses reconnaissantes? » « Non, » dit simplement Ken. « Je pense que vous êtes trois des êtres les plus dangereux que j'ai jamais rencontrés. Et je suis presque sûr que je devrais dormir avec un œil ouvert pendant un moment. » Un battement. Puis, de façon inattendue, Nira éclata de rire. Ce fut une chose brève et brillante, presque surprise de sa part. Alira lui lança un regard, mais Nira haussa une épaule. Il n'a pas tort. Ken ne sourit pas. Mais quelque chose vacilla entre eux. Un changement. Une fracture dans la glace. « J'ai gagné le procès, » dit-il d'un ton bas. « Mais je ne suis pas là pour propre toi. Je ne suis pas là pour t'enchaîner. Je suis ici parce que partir aurait aggravé les choses. Je suis resté parce que maintenant nous devons trouver un moyen de gérer cette situation ensemble. » Célix s'approcha maintenant, les yeux perçants et dorés dans la lumière déclinante. « Vous pensez qu'il s'agit d'une mission diplomatique, n'est-ce pas? » Ken hocha la tête. Oui. Et une question politique. Et une question culturelle. Et une question personnelle. Il fit une pause. Et peut-être, juste peut-être, une chance de transformer ce gâchis en quelque chose de mieux. Les narines d'Alira se dilatèrent. Pour qui? Ken les regarda tour à tour. Pour nous tous. Cela restait en suspens. Lord. Complique. Vrai. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, finalement, Alira se détourna, sa cape fouettant derrière elle alors qu'elle marchait vers le couloir latéral. « Je vais préparer les quartiers, » dit-elle froidement. « Un pour chacun de nous. » Sépare. Célix la suivit, son regard s'attardant sur Ken un instant de plus. « Ne confondez pas survie et affection, Heartborn, » prévint-elle. « Nous pouvons partager une loi, mais pas la confiance. » Seule Nira resta encore un moment. Elle le regarda, vraiment, avant de se retourner pour partir. Sur le seuil, elle s'arrêta. « Je ne te déteste pas, » dit-elle doucement. Puis elle est partie. Ken resta seul dans la salle du trône, la lueur des murs s'estompant lentement autour de lui. Et tout ce à quoi il pouvait penser était la brûlure dans sa poitrine. Pas de peur. Pas de culpabilité. Quelque chose de plus dangereux. Espoir. L'air du palais était plus lourd que la nuit précédente.
Pas seulement avec la chaleur humide ou le parfum résineux de l'architecture végétale qui composait les hautes salles de la forteresse royale de Zérinthia, mais aussi avec la tension silencieuse qui s'accrochait à chaque coin des chambres. Kai était surveillé. Pas par les domestiques, qui gardaient la tête baissée et le pas rapide alors qu'ils se précipitaient vers les préparatifs du matin. Pas par les gardes, qui n'ont même pas scié lorsque le soi-disant mari royal est passé. Mais par trois paires d'yeux, chacun brillant de sa propre teinte de jugement, de curiosité, et de quelque chose de bien plus compliqué. Naera regardait depuis le balcon ombragé au-dessus du hall principal, ses longs bras croisés et ses doigts argentés tambourinant contre la balustrade sculptée en obsidienne. Son expression était illisible, mais sa posture, la tension levée dans ses épaules, racontait une autre histoire. La sœur des lames n'était pas habituée à l'ambiguïté, et l'existence de Kai était tout simplement ambiguë. En face d'elle, allongée comme un chat au soleil sur le bord d'une estrade de cristal suspendue, se trouvait Vélix, la sœur des tempêtes. Son amusement était à peine voilé. Elle avait commencé à le taquiner dès qu'il sortait de sa chambre. Lorsqu'il l'avait croisé sur la terrasse, elle avait murmuré « Est-ce que les mâles terrestres ronflent toujours aussi fort ? Je pensais qu'une bête des sables s'accoupléait avec les murs. » L'étincelle dans ses yeux avait persisté plus longtemps que le coup. Et au plus haut perchoir de tous, assise sur l'étroit trône qui surplombait la cour intérieure, se trouvait Serika. L'aîné. Le feu. Celui qui ne lui avait pas adressé un seul mot depuis la cérémonie. Elle n'en avait pas eu besoin. Chaque regard de Serika crépitait comme un éclair de chaleur sous sa peau. Il n'avait pas besoin de connaître leurs coutumes pour comprendre. Ces trois femmes représentaient plus que des membres de la royauté. Ils étaient l'épée, le bouclier et le tison de l'Empire. Ensemble, ils avaient dirigé des flottes, réprimé des rébellions et imposé la volonté du trône étoile. Maintenant, elles étaient ses femmes. Et aucun d'entre eux n'avait accepté cet arrangement. Kai passa une main dans ses cheveux alors qu'il atteignait la cour d'entraînement inférieure, expirant lentement. La cour était large et circulaire, encadrée de piliers en spirale de cristal vivant qui palpitaient faiblement au rythme des battements du cœur de la planète. Un seul cercle d'entraînement occupait son centre. Il avait besoin de respirer. Pour bouger. Pour brûler la tempête qui se développait en lui. Parce qu'au moment où il a ouvert les yeux ce matin, il a réalisé que quelque chose avait changé. Il n'était plus un invité. Il n'était plus simplement la curiosité d'une culture royale bâtie sur la force et la hiérarchie. Il était lié à trois guerriers qui avaient désormais un intérêt en lui, que cela leur plaise ou non. Et il n'y avait aucun protocole pour la suite. S'entraîner à l'aube, les terriens doivent manquer de vrais rêves. La voix glissa comme de la soie sur une lame. Nara. Elle descendit du balcon comme une ombre prenant forme, son armure d'obsidienne brillant là où la lumière du soleil la frappait. Ses cheveux blancs étaient tressés serrés le long de la courbe de son cuir chevelu, et ses yeux froids et gris métallisés, se fixèrent sur les siens avec une sorte de défi. Quem é bronze, rapaz? Parfois, les rêves représentent plus de travail qu'ils n'en valent la peine. Naera pencha la tête. Vous êtes lié à nous depuis un jour, et déjà vous parlez comme un général. Peut-être que je m'adapte. Ou faire semblant. Elle entra dans le cercle d'entraînement avec la grâce fluide d'un prédateur, une main posée légèrement sur la poignée incurvée de la lame de cérémonie attachée à son dos. Kai suivit ses mouvements, laissant son corps s'installer dans une position plus détendue. Elle le testait. Ils l'étaient tous. Mais Naera aimait ces tests rapprochés et personnels. « Vous voulez vous entraîner » dit-il, connaissant déjà la réponse. « Je veux comprendre l'homme qu'on nous a donné. » Elle tira sa lame avec un sifflement, l'acier noir captant la lumière et la renvoyant sous forme d'impulsion scintillante. Si je dois être lié à un humain, j'ai l'intention d'apprendre ce qu'il saigne. Kai n'a pas cherché d'armes. Il n'en avait pas. Au lieu de cela, il s'avança, les mains légèrement levées, non pas en signe de capitulation, mais en signe de préparation. Tu n'auras pas besoin de me faire saigner pour me comprendre, Naera. Elle se précipita. Et le combat commença. Elle se déplaçait comme une tempête prenant forme, rapide, vive, impitoyable. Son premier coup fut une feinte au côté, suivi d'une véritable entaille visant sa clavicule. Il se baissa dessous, se tourna et profita de son élan pour passer devant son dos. Ce n'était pas un combat de type terrestre. Il n'y a eu ni compte à rebours, ni salut formel. C'était un combat pour la domination. Naera ne s'est pas retenu. Et il ne le lui a pas demandé. Il pivota, esquiva, contra avec des feintes et des redirections rapides, en utilisant l'entraînement qu'il avait appris sur une douzaine de systèmes planétaires. Mais ce n'était pas la force qui le maintenait en vie sur le ring avec elle. C'était l'imprévisibilité. Elle détestait ça. « Battez-vous » grognatait-elle en revenant.
Est-ce ainsi que vous avez géré le fléau lors de l'incident de Calix Rift? En dansant autour d'eux comme un lâche. Sa lame coupa suffisamment près pour trancher l'air près de son oreille. Kai sourit malgré la sueur qui coulait déjà dans son dos. Non, j'ai fait discuter le fléau. Ils se sont effondrés en 3 jours. Naera grogna, une véritable frustration viscérale. Elle appuya plus fort, les frappes devenant plus rapides, moins contrôlées. Elle voulait le briser. Je voulais voir ce qu'il y avait derrière les blagues, les doux sourires et le calme. Il le lui a donné. Lorsqu'elle s'étendit trop lors de son prochain coup, il s'avança vers sa garde, pivota et frappa son épaule contre sa masse centrale, l'envoyant s'étaler sur le sable. Le silence tomba sur la cour comme une lame. Naera était allongée là, abasourdie. Pas blessée. Pas vaincue. Juste, surpris. Kai tendit la main. Elle la regardait. « Tu n'es pas obligé de m'aimer, » dit-il doucement. « Mais je ne suis pas ton ennemi, Naera. » Après un long moment, elle lui prit la main. Il l'a relevée. Elle ne l'a pas lâchée immédiatement. Ses doigts s'attardèrent contre sa paume, sa respiration était lourde, et pendant un bref instant, son expression changea. Pas plus doux. Juste moins surveillé. « Tu as de la chance que je t'ai laissé gagner, » dit-elle en s'éloignant. « Tu as de la chance que j'aime terrifier les femmes avec des épées. » Elle sourit presque. Presque. Plus tard dans la journée, Kai se retrouva dans le sanctuaire central, l'âme du palais, où les décisions étaient prises et où l'histoire était écrite dans les murs cristallins à travers les empreintes psychiques des dirigeants passés. Il n'était pas seul. Serika se tenait au cœur de l'action, dos à lui, sa longue cape rouge traînant derrière elle comme du feu. Elle ne s'est pas retournée quand il est entré. Mais elle savait qu'il venait. « Je t'ai observé avec Naera, » dit-elle. « Vous l'avez vu essayer de me tuer, puis presque sourire quand elle a échoué, » répondit Kai légèrement. Elle ne sourit pas. Elle s'échauffe avec moi. C'est une combustion lente. Le gouvernement a finalement fait volte-face. Il n'y avait aucun amusement sur son visage. Seulement de l'intensité. Étude. Le même examen incessant qu'elle lui avait accordé la veille. « Vous avez enfreint la loi, » dit-elle. Kai cligna des yeux. « L'equal. Vous avez humilié la cour royale, défié nos coutumes et invoqué le rite de liaison avec rien d'autre que de l'esprit et un courage aveugle. Cette cérémonie était destinée à vous punir. Pour faire un exemple. Au lieu de cela. » Sa voix baissa. « Maintenant, ils murmurent ton nom avec curiosité. Avec peur. Ils ne savent pas quoi penser de toi. Et toi ?» Son regard se fixa sur le sien comme une arme à recherche de chaleur. « Je pense que tu es dangereux d'une manière dont nous n'avons jamais tenu compte. » Kai fit un pas en avant. « Et vous ne savez pas si c'est une menace ou une opportunité. » « Non, » a-t-elle admis. Il s'arrêta juste devant elle, le silence crépitant entre eux. « Je n'ai pas demandé ça, Serika, » dit-il à voix basse. « Mais je ne pars pas. Et je ne suis pas là pour vous affaiblir. Ni vos sœurs. Ou votre empire. » Elle l'étudia, puis leva la main et toucha sa poitrine. Juste au-dessus de son cœur. « Vous parlez comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. » Kate glutted. Peut-être que je n'ai jamais eu quelque chose qui vaille la peine d'être perdu. Cela a changé quelque chose. Dans les airs. Dans sa position. Dans la façon dont sa main n'a pas bougé pendant un moment de trop. Puis elle s'est détournée. Le dîner est dans 2 heures. Vous vous assoirez à côté de nous. Portez quelque chose qui ne sent pas le sable et la sueur. Dois-je supposer qu'il y a un code vestimentaire? Oui. Ne m'embarrasse pas. Elle a disparu dans le couloir latéral. Mais il jura, juste avant que la porte ne se ferme, qu'il avait vu l'ombre d'un sourire tiré sur sa bouche. Juste une seconde. Cette nuit-là, alors que les lunes jumelles de Zerinthia projetaient une lumière or pâle et argentée à travers le treillis des tours du palais, Kai se retrouva assis à la table royale. Entre 3 femmes qui s'étaient autrefois moquées de lui. Maintenant liées à lui. Aucun d'eux n'a parlé pendant la première moitié du repas. Mais aucun d'eux n'est parti non plus. Naera était assise à sa droite, les mains jointes avec une précision militaire, sa posture parfaite, son expression neutre, mais elle ne le corrigea pas lorsque son coude effleura le sien. Elle ne broncha pas lorsqu'il lui passa le vin de cérémonie. Vélix s'inclina sur sa gauche, les yeux dansant de curiosité et de malice. Elle proposait des commentaires sur chaque cours dans une langue que Kai ne connaissait pas, et il soupçonnait que la plupart d'entre eux étaient inappropriés. Mais elle ne l'a pas quitté. Pas même une seule fois. Et Serika le regardait de l'autre côté de la table, comme si elle essayait toujours de résoudre une énigme. Un puzzle qui avait commencé à la réorganiser, alors même qu'elle essayait de le contrôler. Il y avait du pouvoir ici.
Tension. Danger. Mais il y avait aussi autre chose maintenant. Les débuts des possibilités. De quelque chose qu'aucun décret royal ne pourrait ordonner ou créer. Pas de soumission. Pas de peur. Mais la connexion. Kai leva son verre. Aux surprises, dit-il en observant les trois femmes. Naera n'a pas élevé le sien. Mais elle acquiesça. Vélix leva la sienne avec un sourire narquois. Au chaos. Serika tint son verre pendant un long moment. Puis je l'ai soulevé. À l'homme auquel personne ne s'attendait, dit-elle doucement. Et à ce qui va suivre. Ils ont bu. Et la tension n'a pas disparu. Cela s'est approfondi. Réchauffé. Transformé en quelque chose qui commençait à sembler inévitable. Partie 5. Limite et violation. Le palais royal de Velkaria était un labyrinthe de couloirs cristallins, chacun palpitant d'une lumière ambiante qui répondait aux courants émotionnels sous-jacents de ses habitants. Ce soir, les couloirs brillaient d'une teinte indigo tamisée, reflétant les tensions latentes qui étaient devenues la norme depuis la cérémonie de liaison. Ethan se retrouva à errer dans ces couloirs, cherchant du réconfort face au poids de sa nouvelle réalité. L'air était rempli de désirs inexprimés et de conflits non résolus, chaque étape faisant écho à la complexité de son enchevêtrement avec les trois sœurs extraterrestres. Chapitre 1. Une rencontre fortuite au détour d'un virage, Ethan a failli entrer en collision avec Lyra, la plus jeune du trio. Ses yeux luminescents s'écarquillèrent de surprise avant de se rétrécir avec un mélange de curiosité et de quelque chose de plus insaisissable. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-elle, sa voix étant un murmure mélodique qui lui fit frissonner le dos. Ethan offrit un sourire ironique. Il semble que le palais est un moyen de garder les gens agités. Lyra pencha la tête, l'étudiant attentivement. Peut-être que ce n'est pas le palais, mais ses occupants qui suscitent votre inquiétude. L'air entre eux devenait chargé, la tension inexprimée palpable. Ethan s'éclaircit la gorge, tentant de dissiper la chaleur croissante. Une promenade vous intéresse ? Peut-être qu'un changement de décor vous aidera. Elle hésita un instant avant d'acquiescer. Montrez la voie. Alors qu'ils se promenaient dans les jardins éclairés par la lune, la conversation se déroulait plus librement. Ils ont parlé de leur monde, de leur culture et du fardeau des attentes. À chaque histoire partagée, le gouffre entre leurs espèces semblait se réduire, remplacé par un pont de compréhension mutuelle. Chapitre 2. La danse de la domination. Le lendemain matin, Ethan fut convoqué à l'arène d'entraînement, une vaste étendue où les guerriers perfectionnaient leurs compétences. L'attendaient Varika et Zarine, leurs expressions illisibles. « Vous avez fait preuve de résilience », commença Varika, son ton dénué de son habituel gel. « Mais les mots et l'esprit ont leurs limites. Voyons comment vous vous en sortez au combat. » Le pouls d'Ethan s'accéléra. Est-ce un autre test? Zarine sourit narquoisement, une lueur prédatrice dans les yeux. Considérez-le, une exploration des frontières. Des armes ont été proposées, mais Ethan a refusé, optant plutôt pour le combat au corps à corps. Les sœurs échangèrent un regard avant d'acquiescer. Le combat était intense, un flou de mouvements, de feintes et de contres. Ethan a tenu bon, sa formation terrienne étant évidente. Mais les sœurs étaient formidables, leur synergie presque écrasante. Au fur et à mesure que la session avançait, la frontière entre le combat et quelque chose de plus flou. Les touchés s'attardaient plus longtemps que nécessaire, les respirations s'entremêlaient et l'énergie chargée devenait indéniable. Un faux pas a conduit Ethan à coincer Zarine sous lui, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux scrutèrent les siens, une tempête d'émotions tourbillonnant en elle. « Tu es plein de surprises humaines », murmura-t-elle d'une voix rauque. Avant qu'il ne puisse répondre, la main de Varika lui saisit l'épaule, le tirant en arrière. Le moment s'est brisé, laissant tous les trois aux prises avec les implications. Chapitre 3. Désir interdit. Les jours se sont transformés en semaines et la danse complexe de domination et de soumission s'est poursuivie. Un soir, Ethan se retrouva seul avec Varika dans la salle stratégique. Cartes et hologrammes illuminaient leurs visages, mais la véritable bataille était celle qui se livrait entre leurs regards. « Vous me défiez », a-t-elle admis, brisant le silence. D'une manière que personne d'autre n'ose. Ethan se rapprocha, l'espace entre eux se chargeant. C'est peut-être parce que je vois la femme derrière le guerrier. Son souffle se coupa, mais elle tint bon. C'est dangereux. Parfois, les choses les plus intéressantes le sont. La distance s'est réduite et pendant un instant éphémère, l'univers a retenu son souffle. Mais avant que le barrage ne puisse se briser, Varika s'est détournée. « Nous ne pouvons pas », murmura-t-elle. « Pas encore. » Ethan hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. Yatten 3. Chapitre 4.
démêler les fils le paysage politique est devenu tumultueux. Les factions au sein de l'Empire considéraient la présence d'Ethan comme une menace pour la tradition, et leur chuchotement devenait de plus en plus fort. Lors d'une réunion du Conseil, un aîné a exprimé ce sentiment. Une épouse humaine perturbe l'équilibre. C'est un affront à nos habitudes. Lyra se leva, sa voix inébranlable. La liaison a été décrétée par le roi. La remettre en question, c'est remettre en question le trône. La salle devint silencieuse, le défi clair. Plus tard, dans l'intimité de leur quartier, Ethan affronta Lyra. « Tu n'avais pas à me défendre. » Elle croisa son regard, la vulnérabilité s'affichant sur ses traits. « Oui, je l'ai fait. Parce que malgré tout, je crois en nous. » La confession restait entre eux, un fil délicat qui resserrait leur destin. Chapitre 5. Le bord de la reddition, les nuits devenaient plus longues, remplies de regards volés, de contacts accidentels et de rêves qui laissaient Ethan désireux. Une de ces nuits, il se tenait sur le balcon, l'air frais ne faisant pas grand-chose pour éteindre le feu à l'intérieur. Des pas se rapprochèrent et il se tourna pour trouver Zarine. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-elle demandé, faisant écho aux paroles de Lyra des semaines précédentes. « On dirait que c'est un modèle, » répondit-il, un sourire doux amer jouant sur ses lèvres. Elle s'approcha, l'espace entre eux étant électrique. « Ethan, cette tension, ça me consume. » Il déglutit difficilement. « Tu n'es pas seul dans ce cas. » Sa main se tendit, traçant la ligne de sa mâchoire. « Alors arrêtons de le combattre. » Leurs lèvres se rencontrèrent, une collision de désirs refoulés et de désirs interdits. Le monde a fondu, ne laissant que deux. Mais la réalité était une maîtresse cruelle. En se reculant, les yeux de Zarine débordaient de conflit. « Nous ne pouvons pas. Pas comme ça. » Ethan hocha la tête, la douleur dans sa poitrine faisant écho à la sienne. « Je sais. » Chapitre 6. Le point de rupture, la façade s'effondrait. Le poids du devoir, du désir et de la tromperie pesait sur eux tous. Lors d'un banquet royal, les tensions atteignent un crescendo. Un dignitaire en visite a fait un commentaire obscène sur le rôle d'Ethan, provoquant les rires de certains. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Varika se leva, sa présence imposant le silence. « Insulte-le encore et tu me répondras. » La salle retenait son souffle. Ethan lui toucha doucement le bras. « Varika, Kava. »« Non, ce n'est pas le cas, » répliqua-t-elle, sa voix s'adoucissant uniquement pour lui. « Vous êtes à nous et nous protégeons ce qui nous appartient. » La déclaration a provoqué une onde de choc dans l'assemblée. Chapitre 7. Loyauté fracturée. Les sœurs se sont réunies en privé, l'air chargé de paroles non dites. « Nous nous perdons, » commença Lyra, la voix tremblante. « Ce lien, ça change tout. » Zarine faisait les 100 pas, la frustration évidente. « Je ne peux pas nier ce que je ressens. Mais agir en conséquence pourrait détruire l'Empire. » Varika resta silencieuse, sa lutte interne étant évidente. Ethan entra, sentant la gravité du moment. Alors redéfinissons par ici l'ombre du roi et l'éclat du guerrier. La nuit qui a suivi la cérémonie a été loin d'être de tout repos. Les chambres royales étaient sombres, éclairées uniquement par la douce bioluminescence qui pulsait le long des murs sculptés du palais, des veines de lumière qui semblaient battre au rythme de quelque chose de plus ancien que la mémoire. Taran se tenait torse nu près de la large fenêtre cintrée, la ceinture de soie de sa robe de cérémonie des fêtes, pendant inutilement à ses hanches. Il n'avait pas froid. L'air sur Vélar Prime était chaud, humide, parfumé du pollen de plantes à floraison nocturne qui n'ouvraient leurs pétales qu'au clair de lune. Derrière lui, le lit était assez grand pour 3 personnes, ou plus, mais restait intact. Il n'avait pas dormi. Pas avec le poids de ce qui venait de se passer. Pas avec ce qui allait arriver. Dehors, le vent emportait avec lui le faible bruit de tambours lointains. Celebrations Tribals. Tradition vélarienne honorant les rites d'accouplement et les décrets royaux. Il pouvait voir les silhouettes des danseurs autour des feux du temple aux niveaux inférieurs, des corps extraterrestres en mouvement fluide, des armures échangées contre de la soie, des mains d'armes enveloppées dans des guirlandes. Le peuple avait adopté le décret. La loi. Le syndicat. Mais pas les sœurs. Pas encore. La porte derrière lui s'ouvrit sans bruit, un murmure d'air technique et des charnières adoucies. Il n'avait pas besoin de se retourner. Il connaissait le son de celui de Kashara des pas. Elle bougeait comme une tempête déguisée, à peine retenue, pleine de force et de direction. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, l'air changeait. La temperatura a changé. Vous pouviez la sentir avant de la voir. Ce soir, elle portait du noir. Pas une armure, quelque chose de plus lâche. Une écharpe en soie qui dénudait une épaule,
révélant les lignes puissantes du haut de son corps tonique et les reflets violets de sa peau dans la pénombre. Ses cheveux étaient attachés à la manière d'une guerrière. Sa position était toujours tendue, comme une lame attendant d'être dégainée. « Vous n'êtes pas venu dans le hall, dit-elle. Pas de salutation. Pas de préambule. Non, répondit simplement Taran, regardant toujours par la fenêtre. Je n'avais pas envie de faire semblant. Tu es roi maintenant, dit-elle. Son ton était illisible. Tout fait semblant. Il se tourna lentement, juste assez pour la voir pleinement. Ses yeux étaient perçants. Froids. Mais il y avait autre chose qui vacillait derrière eux ce soir. Une tension qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas de colère. Pas de haine. Incertitude. Ils m'en veulent toujours, a-t-il déclaré. Vous. Ceci. Kashara croisa les bras. Ils s'en remettront. Veux-tu? Ses yeux se plissèrent. Son silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Taran fit un pas vers elle, la soie de sa robe murmurant contre sa peau. Les murs du palais réagirent subtilement, sentant l'augmentation de la tension bioélectrique. Un faible bourdonnement commença à se former dans le sol. Kashara ne bougeait pas. « Je n'ai pas choisi ça », dit-il à voix basse. La loi était claire. Le roi des Vélars doit se lier aux filles de la maison Trex. Ce n'est pas moi qui ai établi cette loi. Vos ancêtres l'ont fait. Je l'ai simplement suivi. Elle renifla, un son à mi-chemin entre l'amusement et l'incrédulité. Pensez-vous que citer nos lois vous rend digne de nous? Non, dit-il en se rapprochant. Mais je pense que les défier vous rend moins digne de vous-même. Cela a touché une corde sensible. Elle bougea avant qu'il ait fini de parler. Rapide, fluide, un pas en avant qui ferma l'espace entre eux comme un éclair. Sa main se posa sur sa poitrine, non pas comme une caresse, mais comme une poussée, pas assez fort pour le repousser, mais assez pour lui rappeler ce qu'elle pouvait faire. « Que veux-tu de nous » demanda-t-elle, sa voix aiguë, mais mêlée de quelque chose de plus respirant en dessous. Obeisance? Submission? Gratitude? Taran ne broncha pas. Il rencontra son regard avec une force tranquille. « Je veux que tu arrêtes de prétendre que tu me détestes. » Silence. Alors, je ne te déteste pas, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Mais je ne te fais pas confiance. C'est juste, dit-il. Mais ce n'est pas la même chose que la haine. Sa main était toujours contre sa poitrine. Son cœur battait régulièrement en dessous. Et qu'en est-il de ce que tu attends de moi? Demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant. De nous. Il entra dans sa paume, leur corps se touchant presque maintenant. L'air chargé entre eux crépitait comme un fil sous tension. Je veux quelque chose de réel, dit-il. Pas d'obéissance. Pas de performance. Pas d'union cérémoniale avec des femmes qui veulent me voir mort. Jutefolks. Tel que tu es. Pas en tant que reine. Pas en tant que symbole. Juste, toi. Le souffle de Kashara se coupa. La lumière dans la pièce pulsait. Je n'appartiens à personne, murmure-t-elle. Non, a-t-il accepté. Mais peut-être que tu n'es pas obligé d'être seul non plus. Quelque chose changea alors sur son visage. Un subtil adoucissement de sa mâchoire, une lueur de doute cédant la place à quelque chose de plus profond. Sa main glissa de sa poitrine jusqu'à sa taille, ses doigts effleurant la ceinture lâche de sa robe. Taran, murmura-t-elle. Son nom. C'était la première fois qu'elle avait dit ça comme ça. Pas avec mépris, mais avec avertissement. Ou peut-être le désir. Ils ne se sont pas embrassés. Pas encore. Mais ils se tenaient là, incroyablement proches, liés par plus que la loi. Par quelque chose de non dit. Quelque chose de dangereux. Et cela ne faisait que commencer. Chapitre 2. L'héritier du sang et du feu. La salle du trône était différente lorsque vous étiez assis sur le trône. Taran n'a jamais aimé cette pièce. Trop vaste, trop ouverte, trop cérémonielle. Un endroit où le pouvoir était affiché et non exercé. Mais maintenant, assis dans le fauteuil en obsidienne à haut dossier, il en ressentait toute la pression. Chaque père Dieu dans la chambre le regardait. Le mesurait. En attendant qu'il échoue. Les trois sœurs étaient présentes, chacune à sa place désignée. Kashara se tenait à sa droite, toujours le symbole de la domination militaire des Trex. Sa position était prudente, mais elle n'avait pas essayé de le tuer ce matin, ce qui était probablement un progrès. À sa gauche se tenait parallèle, la sœur cadette, parée de blanc et d'or, la marque des érudits royaux. Son expression était illisible, comme toujours, mais sa posture avait changé. Elle surveillait Taran de plus près ces jours-ci. L'étudier. Elle avait commencé à poser des questions en conseil privé,
non pas parce qu'elle avait besoin de réponses, mais parce qu'elle voulait comprendre le problème. Chemin, il a répondu. Derrière eux se tenait le plus jeune, avélé, à moitié caché dans l'ombre d'un pilier de pierre, faisant semblant de ne pas tout écouter. Ses cheveux étaient comme toujours en désordre, une couronne de boucles d'émeraude tombant sur ses épaules. Un peuple qui ne vous craignait plus était dangereux. Mais un peuple qui vous a sous-estimé, c'était une erreur. Monseigneur, le héros interrompit le silence, sa voix résonnant sur la pierre polie. Le Conseil a examiné la pétition de la haute maison de Derax. Il demande l'autorisation de contourner les tarifs frontaliers en échange d'une dîme accrue sur les ressources. Taran n'a pas regardé le hérald. Ses yeux étaient rivés sur Célari. « Bien » lui a-t-il demandé directement. « Qu'en penses-tu » Il y eut une subtile ondulation de réaction dans la pièce. Un roi demandant l'avis d'une reine avant le sien. Mais Célari ne broncha pas. Elle s'avança, gracieuse comme l'eau qui coule. « Il cherche à établir un précédent qui affaiblit votre autorité, » dit-elle calmement. « Leur augmentation de la dîme n'est qu'une feinte. Les chiffres ne correspondent pas au risque. Vous perdriez la face. » Alors la réponse est non. Il reporta son attention sur le tribunal. Que cela soit enregistré. La pétition est rejetée. Une autre ondulation. Célari inclina légèrement la tête et, pendant une brève seconde, il attrapa quelque chose sur ses lèvres. Approbation? Respect? Amusement? Peut-être les trois. Le tribunal est passé à autre chose, mais l'équilibre des pouvoirs a encore changé. Taran n'était pas seulement assis sur le trône. Il commençait à le porter. Et les sœurs, lentement, à contre-cœur, commençaient à le ressentir aussi. Chapitre 3. La plus jeune flamme plus tard dans la nuit, il trouva Velessa dans le jardin céleste. Pieds nus comme toujours, les pieds sur la plateforme moussue qui flottait au-dessus de la flèche du palais, dansant seule dans la nuit. Elle ne s'est pas arrêtée à son arrivée. Je ne l'ai même pas regardée. Velessa, dit-il doucement. Elle tourna, sa robe prenant le vent, son corps tournant comme une lueur en mouvement. Ses mouvements étaient étrangers. Hypnotisants. Ce n'est pas une danse humaine. Pas chorégraphiée. Juste un instinct. Couler. Feu. Tu es censé être au lit, dit-elle en se tournant devant lui. Ou avec vos femmes. Ou avec vos conseillers. Ou peut-être les trois. Vous faites partie de ses épouses, dit-il. Elle s'est arrêtée. Je l'ai regardée. Et pourtant tu ne viens pas dans ma chambre. Tu ne m'as jamais invité. Velessa pencha la tête. Voudriez-vous venir si je le faisais? Essayez-moi. Le défi restait en suspens entre eux. Elle s'avança, les yeux brillants de la lumière des lunes jumelles. Sa peau était comme de l'or bruni et son expression était espiègle, mais en dessous, quelque chose de plus dangereux bougeait. Jemorts, Taran. Moi aussi. Leurs lèvres se touchèrent presque. Mais pas encore. Velessa arrête. Vous, les humains, murmura-t-elle en le frôlant. Si prévisible. Sie, honnête. Il se tourna pour suivre son regard. Elle regardait la ville, les tours brillant dans des anneaux concentriques d'émeraude et d'argent. « Est-ce que c'est mauvais ?» il a demandé. « Non, dit-elle. C'est étrange. » Un battement passa. « Alors, je vais t'embrasser, dit-elle soudain. Il n'a pas bougé. Elle se pencha et l'embrassa, rapide, féroce et d'une douceur inattendue. Puis elle recula. « Pour l'équilibre, dit-elle, et elle disparut dans le jardin nocturne, les rires résonnant comme des carillons dans la brise. Taran resta là pendant un long moment. Et sourit. Ce n'était pas ainsi qu'il s'attendait à ce que le mariage royal se déroule. Mais il ne se plaignait pas. Pas même un peu. Partie 7. Les ombres du désir, les couloirs du palais, étaient un labyrinthe d'ombre et de lumière, la flore bioluminescente dessinant des motifs complexes sur les murs cristallins. Ethan parcourait les couloirs labyrinthiques, son esprit étant un tourbillon d'émotions contradictoires. La cérémonie de liaison avait déclenché une série d'événements que ni lui ni les sœurs n'auraient pu prévoir. Chapitre 1. L'observateur invisible tard dans la nuit, Ethan trouva du réconfort dans la grande bibliothèque du palais, un vaste référentiel de connaissances provenant d'innombrables mondes. Des étagères s'étendaient vers les plafonds voûtés, remplis de tomes et d'interfaces holographiques. Il s'est immergé dans l'histoire velkarienne, cherchant à comprendre la culture avec laquelle il était désormais lié. À son insu, il n'était pas seul. Depuis l'ombre, Lyra l'observait, sa présence dissimulée par la pénombre. Elle avait toujours été la plus énigmatique des sœurs, ses émotions étant un secret soigneusement gardé. Pourtant, alors qu'elle regardait les sourcils d'Ethan se plisser sous l'effet de la concentration,
Un pincement au cœur de quelque chose d'inconnu lui tira au cœur. Elle s'avança, laissant ses pas annoncer sa présence. Ethan leva les yeux, la surprise s'affichant sur ses traits avant d'offrir un sourire chaleureux. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-il, faisant écho à la question qu'elle lui avait posée des semaines plus tôt. Les lèvres de Lyra se courbèrent légèrement. Il semblerait que le palais ait cet effet sur ses habitants. Il désigna le siège à côté de lui. « Voulez-vous me rejoindre ? J'essaie de déchiffrer les subtilités de la politique velkarienne. » Elle hésita avant de prendre gracieusement le siège proposé. « Notre politique est aussi complexe que les stars elles-mêmes. Que souhaitez-vous savoir ?» Leur conversation a été fluide, abordant l'histoire, la gouvernance et la philosophie. Au fil des heures, la formalité initiale entre eux s'est dissoute, remplacée par une véritable curiosité et un respect mutuel. Un silence confortable s'installa, brisé seulement par le doux bruissement des pages et le bourdonnement ambiant des conduits d'énergie de la bibliothèque. Lyra se retrouva à jeter des regards furtifs à Ethan, notant la façon dont la douce lumière mettait en valeur ses traits, l'intensité de ses yeux alors qu'il absorbait l'information. Sans réfléchir, elle tendit la main, ses doigts effleurant sa main. Le contact fut bref, mais il provoqua une secousse parmi eux deux. Lyra retira rapidement sa main, une rougeur rare colorant ses joues. « Excuse » murmura-t-elle. Ethan secoua la tête, son regard fixé sur le sien. Pas besoin de s'excuser. L'air entre eux s'épaississait de mots non prononcés, le poids de leur situation commune pesant sur eux. Avant que l'un ou l'autre ne puisse briser la tension, un carillon lointain résonna dans les couloirs, signalant l'approche de l'aube. Lyra se leva gracieusement. « Je devrais me retirer. » Le conseil se réunit aux premières lueurs. Ethan se leva également et hocha la tête. « Bien sûr. Merci pour cette conversation éclairante. » Elle s'arrêta sur le seuil et lui jeta un coup d'œil. « Peut-être pourrions-nous poursuivre notre discussion une autre fois. »« J'aimerais ça, » répondit-il, la sincérité évidente dans son ton. Alors qu'elle disparaissait dans l'ombre, Ethan ne pouvait se débarrasser du sentiment que la rencontre de la nuit avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Chapitre 2. La danse des flammes. Le festival annuel de la luminescence était une célébration pas comme les autres. Une nuit où le ciel velkarian s'embrasait d'expositions bioluminescentes et où le palais se transformait en un royaume de lumière et de musique. Ethan se tenait au bord de la grande salle de bal, observant les danseurs tourbillonnants. La tenue vestimentaire des velkarians était un spectacle en soi, des vêtements tissés avec des fils qui scintillaient et changeaient de couleur à chaque mouvement. Il sentit une présence à côté de lui et se tourna pour trouver Zarine, son armure habituelle remplacée par une robe fluide qui reflétait les teintes d'un coucher de soleil. La transformation était à couper le souffle. « Vous appréciez les festivités ?» demanda-t-elle, une lueur enjouée dans les yeux. « C'est fascinant, a Atmesisen. »« Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Zarine lui tendit la main, un défi dans le regard. « Tu veux danser ?» Il hésita. « Je ne connais pas les danses velkariennes. Je ne voudrais pas vous embarrasser. » Elle rit doucement. Considérez cela comme une leçon, alors. Lui prenant la main, Ethan se laissa conduire sur la piste de danse. La musique ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu, rythmée mais fluide, avec des mélodies qui semblaient s'entrelacer comme des vignes. Zarine le guida à travers les marches, ses mouvements étant un mélange harmonieux de grâce et de force. À mesure qu'ils dansaient, l'espace entre eux diminuait, leur corps bougeant de manière synchronisée. Le monde autour d'eux s'effaça, ne laissant plus que deux, liés par le rythme et la tension croissante qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Alors que les notes finales de la chanson persistaient dans l'air, ils se retrouvèrent proches, leur respiration se mêlant. L'envie de réduire la distance, de combler le fossé entre le devoir et le désir, était écrasante. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse agir, une voix traversa la brume. « Ça vous dérange si j'interviens ?» Ils se tournèrent pour voir Varika, un sourire complice jouant sur ses lèvres. Zarine recula, un mélange de soulagement et de déception traversant son visage. « Il est tout à toi, » dit-elle, son ton léger, mais ses yeux trahissant des émotions plus profondes. Varika prit la main d'Ethan, l'entraînant dans une autre danse. Alors qu'il bougeait, elle se pencha, son souffle chaud contre son oreille. « Fais attention, Ethan, » murmura-t-elle. « Les flammes que vous allumez pourraient vous consumer. » Il croisa son regard, cherchant un sens à ses mots, mais ne trouva que du mystère. Chapitre 3. L'œil du storm. Le climat politique au sein du palais changeait. Des factions se sont formées et dissoutes, des alliances ont été testées, et Ethan s'est retrouvé au centre d'une toile qu'il commençait seulement à comprendre. Un soir, alors qu'un orage faisait rage dehors, il chercha refuge dans l'observatoire,
une salle circulaire dotée d'un plafond en forme de dôme qui offrait une vue panoramique sur les cieux tumultueux. Il n'était pas seul. Varika se tenait près de la grande fenêtre, sa silhouette éclairée par des éclairs. Elle se tourna alors qu'il entrait, son expression contemplative. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-il, un soupçon de sourire aux lèvres.